J'espère que vous aimez la soirée jusqu'ici. On va terminer avec une dernière présentation qui sera présentée par Colline Zigrand et dont le nom est Flairer pour mesurer, 3 techniques pour évaluer l'odorat. Colline est une étudiante au doctorat de neuropsychologie à l'UQTR, donc un petit rappel, là, on en a beaucoup. Et elle s'intéresse aux pertes olfactives et cognitives survenant à la suite d'un traumatisme crânien et celles en lien avec le vieillissement normal. Donc, vous pouvez accueillir chaleureusement Colline. Bonjour. Ok. Donc, si un jour les technologies du futur pouvaient nous faire voyager dans le temps, ce soir, je vous emmènerai dans une petite ville à une trentaine de kilomètres d'Amsterdam, aux Pays-Bas, en 1857. En 1857, naît un jeune garçon au nom de Hendrik Zwaardemaker, excusez mon accent, qui deviendra un grand médecin, travaillera pour l'hôpital militaire et sera également professeur à l'université de Utrecht ou un truc comme ça. Et ce monsieur a une influence majeure pour le monde de l'olfaction, puisqu'il est l'inventeur du premier outil pour mesurer l'odorat en 1888. Donc ce soir, j'ai une petite mission pour vous. Ensemble, on va résoudre l'enquête de quel outil d'aujourd'hui est le descendant direct de l'outil du docteur Zwaardemaker. Mais je ne vous en dis pas plus, mémorisez-le bien et voilà, c'est tout ce que vous savez pour le moment. Avant de commencer la petite enquête, je voulais juste prendre quelques instants pour vous souligner l'importance de notre odorat. Donc notre odorat, il a une multitude d'armes secrètes sous son chapeau et notamment, il a un rôle majeur dans la protection de notre espèce. Donc dans un premier temps, c'est lui qui est capable de détecter la présence de nourriture avariée ou de fumée. Et puis, on sait également que le goût et l'odorat sont des complices et que c'est grâce à notre odorat qu'on est capable de distinguer la différence entre, par exemple, une pêche et une poire lorsqu'on les mange. Et puis finalement, plaisir et odorat, pour ceux qui en doutent, si je vous demande d'imaginer l'odeur d'un plat cuisiné par votre mère, un bon plat réconfortant, ça amène beaucoup d'émotions. Ok, c'est le moment où on va commencer le jeu. Donc on a 10 minutes environ pour trouver quel est le descendant direct de l'outil. Donc on va mener ensemble 3 pistes en parallèle. Alors la première piste, j'ai besoin de cette table-là. Il y a un indice qui s'est glissé comme par magie sur la table. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit ? Oui, c'est une passoire. Pourquoi une passoire ? Oups. Pardon. Donc la passoire, en fait, c'est un peu similaire à nos questionnaires subjectifs. Parce que c'est comme, vous voyez quand vous prenez une passoire avec des trop gros trous ou que vous choisissez des pattes trop petites et qu'il y a la moitié de vos pattes dans l'évier, c'est à peu près pareil. Les questionnaires subjectifs, ils vont permettre d'avoir une vue d'ensemble et de cibler, de dépister, de filtrer les personnes qui sont potentiellement à risque d'avoir effectivement un trouble de l'odorat. Leur gros avantage, c'est qu'ils sont peu coûteux. Donc, par exemple, les questions qu'on peut retrouver dans ce genre de questionnaire, c'est « Je ne perçois pas l'odeur du café ou du pain frais ».
Donc je vous demande, parmi vous, qui est en désaccord avec cette phrase? Donc qui perçoit l'odeur du café ou du pain frais? Vous pouvez lever la main. Ok, ben, pas mal de gens en vrai. Ensuite, je ne sens pas les odeurs corporelles de mon ou ma partenaire. Ceux qui sont en désaccord, donc ceux qui sentent bel et bien l'odeur de leur partenaire, vous pouvez lever la main. Ok, j'ai l'impression que la salle a quand même un bon odorat. Parfait. Maintenant, on est sur la deuxième piste. Donc le deuxième indice est glissé sur la table du milieu. Un iPhone. Téléphone, iPhone, bref. Pourquoi? Parce que si je vous demandais c'est quoi l'objet que vous avez constamment sur vous, que vous utilisez le plus en une journée, en tout cas, moi personnellement, ce serait mon téléphone. Et les tests psychophysiques, c'est un peu le téléphone du monde de l'odorat, dans le sens où ce sont les plus utilisés. Ils sont super pratiques. D'ailleurs, il y en a un qui va circuler là. Donc, je vous demande de sentir et puis de retenir l'odeur qu'il a. On en reviendra à la fin de la présentation. Et donc, ce sont des tests qui sont extrêmement populaires. Là, ce que je vous présente, c'est uniquement un test. Le test qui va passer, ça s'appelle le Sniff and Sticks, mais il y en a plein d'autres. C'est pas l'unique. Et donc, ça permet de mesurer plusieurs composantes de l'olfaction, comme l'identification. La tâche d'identification, c'est exactement ce que vous faites là. Vous sentez et puis vous devez vous souvenir de quelle odeur est-ce que c'est. Puis il y a la tâche de discrimination qui permet simplement de dire OK, parmi autant d'odeurs, c'est elle la différente. Et finalement, on a le seuil de détection qui, lui, va nous permettre de voir à partir de quelle concentration est-ce qu'on commence à sentir des odeurs. Donc, on a vu tous les avantages de ces tests-là, mais évidemment, ils comportent également quelques limites, notamment celle qu'ils ne mesurent pas uniquement l'odorat. Vous le voyez là, ils sentent aussi, je les vois sentir. Ils mesurent également des composantes plus cognitives comme la mémoire, l'accès au vocabulaire, etc. Puis il y a une grande variabilité interindividuelle à prendre en compte, comme l'aspect culturel, le sexe biologique, et puis l'âge aussi lorsqu'on interprète les résultats. Finalement, troisième et dernière piste, je ne sais pas si vous commencez à avoir un peu des hypothèses sur l'outil, le descendant de Zwaardemacher, mais nous sommes à la troisième et dernière piste, donc c'est la table juste ici. Est-ce que vous avez un indice qui s'est glissé sur votre... Qu'est-ce que c'est? Ouais, donc c'est une Rolls-Royce, parce que les techniques d'imagerie, c'est un peu comme une Rolls-Royce, dans le sens où c'est plein d'options, tout le monde en rêve. Donc le problème avec les Rolls-Royce, c'est que ça coûte très cher, donc c'est peu accessible. Eh bien, les techniques d'imagerie, c'est un peu similaire. Donc, elles ont l'avantage d'être super objectives et puis elles ont un rôle majeur à jouer dans le diagnostic précoce de maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer. Mais par contre, elles comportent quelques limites. Notamment, comme j'ai dit, elles sont très chères. Les passations sont relativement longues et puis ça requiert une certaine expertise et un certain matériel pour pouvoir les utiliser. Donc ici, on peut voir en haut, c'est la technique d'imagerie par résonance magnétique qu'on appelle aussi l'IRM. Et puis le G, donc l'électroencéphalographie, comme Gasser en a discuté dans sa présentation tout à l'heure. Et souvent, ces techniques-là, elles sont jumelées avec un outil qui existe au laboratoire ici à quelques mètres.
qui permet, en fait, c'est un vrai distributeur d'odeurs. Donc c'est comme quand on va à la cafette, on va demander pour dans les distributeurs, là, ben là c'est exactement la même chose. On appuie sur un bouton et hop, on a une odeur qui est délivrée dans nos narines. Donc là, je vous demande, est-ce que vous avez une idée de... Ah, je vois des oui. Est-ce que vous pouvez vous prononcer? C'est la piste 1, donc c'était la passoire. La piste 2, c'était le téléphone. Et la piste 3, c'était la Rolls-Royce. Est-ce qu'il y a la piste 3, là je vois un 3. 3, ok. Ben, bravo à tous. Effectivement, l'olfactomètre est l'arrière-petit-fils de l'outil de Zwaardemacher. Donc, évidemment, là, on a survolé les différentes techniques qui sont étudiées en recherche. Elles comportent chacune leurs avantages et leurs faiblesses. L'idéal, c'est de les combiner tous, mais c'est pas évident. Et puis, elles sont en constante évolution. C'est sûr que dans quelques années, si les technologies du futur pouvaient mettre leur petit grain de sel, ben on inventerait les odeurs digitales. Et voilà. Donc, quelle est l'odeur que vous aviez sentie dans le stylo? 3. Oui, 3. Ok, ben, c'est ça. Parfait. Vous êtes trop fort. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Gasset. Ouais, je suis pas certaine d'avoir bien entendu, mais tu demandes si dans certains, en fait, les résultats peuvent varier d'un test à l'autre, c'est ça? Euh, En principe, non. Après, c'est sûr qu'il y a des tests qui sont plus fiables que d'autres, mais en principe, c'est censé donner tous la même direction. Donc, si une personne a vraiment un trouble de l'odorat, tous les tests pointeront vers ce... Oui, Catherine. Très bonne question, merci Catherine. Donc la question est comment fonctionne le petit-petit-fils de l'olfactomètre? Oups. En fait, l'idée de Dr Zwaardemacher est venue du fait que avec les couleurs, on est capable de les mélanger. Donc on va prendre faut pas que je me trompe, du bleu et du jaune et ça va donner du vert. Et lui, il s'est demandé, est-ce que pour les odeurs, c'est applicable aussi? Et donc, si vous voulez le... Attends, il y a un pointeur. Bon, il ne marche pas. Ici, là, ça, on le tient comme un miroir un peu. On le tient comme ça. Puis les deux crochets, c'est pour nos narines. Puis dans les deux cylindres, on y met un petit composé odorant. Et lui, il mettait un composé de chaque odeur pour voir si deux odeurs ensemble, ça fait une nouvelle odeur, en gros. Voilà. Oui? Est-ce que dans les troubles de l'odeur, c'est possible de ne pas sentir certaines catégories d'odeurs comme les choses sucrées, mettons, ou quand tu as un trouble d'odeur, c'est vraiment toutes les sortes d'odeurs? Oui, c'est une très bonne question. Et oui, c'est possible. Ben, en fait, il y a différents types de troubles de l'odorat. Donc, soit tu vas rien sentir, soit tu vas sentir diminuer moins fort que ce que tu peux. Sinon, tu as tout l'aspect plus qualitatif où tu vas sentir seulement certaines odeurs comme étant beaucoup plus intenses, beaucoup moins agréables. Souvent, c'est plus l'aspect négatif. On va sentir des odeurs de manière plus désagréable qu'agréable. Mais oui. Merci beaucoup.